Alors, bonsoir et bienvenue au premier cours de l'année 2021 du séminaire de l'ECF à Marseille, par Zoom, avec le professeur Hervé Castanet. Ce séminaire est constitué de 8 séances et se déroulera jusqu'au mois de juin. Hervé Castanet, qui est psychanalyste à Marseille, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse et auteur d'une trentaine d'ouvrages, a choisi pour ce séminaire de faire une lecture du texte de Lacan, L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud. Cet essai a été initialement présenté par Lacan lors d'une conférence à la Sorbonne en 1957 à la demande des étudiants en lettres. D'ailleurs, c'est ce même groupe d'étudiants qui formait la Fédération générale des étudiants en lettres qui vont promouvoir des petits groupes de travail universitaires parallèles au cours magistral. Et ces petits groupes de travail serviront de modèle pour les cartels, initiés quelques années plus tard avec la création de la première école de Lacan. C'est intéressant aussi de noter que Lacan adresse ce discours sur l'instance de la lettre, non pas aux psychanalystes, mais aux universitaires, pour, comme il dit, faire hommage à la littéraire. L'instance de la lettre a été publiée d'abord dans le périodique La Psychanalyse en 1957, puis en 1966 dans Écrit, aux éditions du Seuil. Découpant ce texte de 35 pages en 8 parties, et bien sûr cette dernière version que Hervé Castanet commentera pendant notre séminaire. Ce texte, ou cette intervention que Lacan décrit comme à mi-chemin entre écrit et parole, est lui-même une sorte de mi-chemin entre deux autres textes sur la lettre volée, prononcée 2 ans avant, en 1955, et Litturateur, qui paraîtra plus tard, en 1971. Dans La lettre volée, Lacan développe la notion de matérialité singulière du signifiant. Dans Litturateur, 16 ans plus tard, dans un changement radical, il souligne la dichotomie entre le signifiant et la lettre, préparant ainsi le terrain de la lettre de son tout dernier enseignement, où, comme dit Jacques-Alain Miller, Lacan va faire de la lettre un usage qui n'est pas un usage de semblant et qui n'est pas un usage de signifiant non plus, mais où la lettre devient l'espace, le trou entre deux choses hétérogènes. L'instance de la lettre est un moment clé sur ce chemin du développement de Lacan de la lettre. Comme Hervé Castanet l'a précisé dans ses préparations pour ce cours, déjà en 1957, nous voyons que si la lettre peut être prise dans la logique signifiante, elle ne s'y réduise pas pour autant. Le défi de ce séminaire, et je cite Hervé Castanet, est de montrer comment ce chiasme ouvert entre signifiant et lettre fait surgir une psychanalyse pas toute réductible à la logique incorporelle symbolique. Comme quoi, la logique du premier Lacan précipite son dernier enseignement. Lire Lacan de près, c'est le suivre à la lettre, le prendre au pied de la lettre, c'est faire le pari qu'il dise ce qu'il veut dire, même si une grande partie de son argument doit être reconstruite par un examen ligne par ligne. Un séminaire conduit de cette façon nous permet d'examiner de près et en détail l'écrit de Lacan, son choix de mots, par exemple la lettre comme support matériel, d'examiner ses références, comme par exemple, comme on disait tout à l'heure,
Pourquoi loue-t-il Staline? Et s'appuie-t-il sur les travaux de Ferdinand de Saussure sur la linguistique structurale comme escabeau? Et même, comme à la fin de l'extrait lu pour aujourd'hui, d'examiner ses algorithmes. Cela fait vraiment beaucoup de choses à discuter, alors je passe immédiatement la parole à Hervé Castanet pour que nous puissions découvrir comment lui, il va aborder ce texte pour ce séminaire. Je vous remercie beaucoup, Pamela, de vos mots d'introduction. Et comme j'ai eu l'occasion de l'écrire là, à chaque intervenant par le biais de la petite messagerie, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année pour lire ce texte qui, segmenté en 8 parties, fait que chaque partie a entre 4 et 5 pages au maximum. Donc on peut prendre le temps de s'appesantir sur les formules même de Lacan. Mais même en prenant le temps de s'appesantir sur les formules, je m'aperçois que les 2 premières pages, qui fonctionnent comme une introduction, avant donc d'arriver à la première partie qui s'appelle « Le sens de la lettre », les remarques de Lacan sont intéressantes, mais un peu arides par rapport à ce qui fait notre thème. Donc, bien entendu, je les ai, sur les papiers que j'ai, commentés ligne à ligne, mais je crois que je vais réduire cette partie pour vous, pour entrer peut-être un peu plus rapidement dans le vif du sujet. J'isolerai donc simplement quelques points. C'est que la contribution qu'il présente, c'est le mot qu'il utilise à propos du texte qu'on lit sous le titre « L'instance de la lettre ». Cette contribution, elle est située, dit-il, entre l'écrit et la parole, elle sera à mi-chemin. Et les conditions même qui font qu'elle est à mi-chemin sont les conditions d'élaboration de ce texte, qui a d'abord été un texte dit, comme Pamela l'a rappelé, à la Sorbonne en 1957. Il nous dit que ce n'est pas pleinement un écrit, puisqu'en quelque sorte, c'est la version écrite de l'intervention qu'il avait faite devant les étudiants. Il le regrette, et il le regrette pour une raison qui me paraît à noter. Il dit, c'est à la page 493, l'écrit, c'est la définition qu'il en donne, ce qui y permet ce resserrement qui, à mon gré, ne doit laisser au lecteur d'autre sortie que son entrée, que je préfère difficile. C'est une remarque dont on pourrait se dire oui, oui, bon, mais alors, mais je crois qu'elle nous donne une indication pour la lecture. Et pour moi, elle est d'autant plus précieuse qu'effectivement, il faut affirmer qu'une entrée est difficile, non pas qu'on la rende difficile pour la circonstance, mais parce qu'elle l'est. Elle est difficile parce qu'elle entre dans un champ de l'épistémé et de la clinique qui a ses spécificités, et qu'on ne peut en sortir, c'est-à-dire qu'on ne peut effectivement lire le texte que par là où l'auteur a voulu nous faire entrer. Donc il y a une dimension à propos de l'écrit, pourrait-on dire, dogmatique. On ne peut pas aller à droite ou à gauche. Ce statut donné à l'écrit, pour moi, fait balise de rigueur. Là, la deuxième remarque que je voulais vous proposer,
c'est que s'interroger à la lettre, et Pamela y a fait référence à la littéraire, à la formation littéraire, c'est une façon d'indiquer en quoi et combien la lettre, au sens de les études littéraires, ont leur importance dans la formation même de l'analyste. Alors dans le texte de Lacan, vous avez une référence en note, qui est une référence d'un texte qui est cité en allemand. C'est en français la question de l'analyse profane, et il dit trouvant à s'accorder à leur audience, les étudiants en lettres, et à rencontrer, je cite, la connivence de leur qualification commune, la littéraire, à quoi mon titre fait hommage, et il ajoute, la qualification littéraire est requise par Freud dans la formation des analystes, ce que l'on appelle en latin l'universitas literarum, qui est un lieu idéal de réflexion, et vous trouvez à la page 133, folio essai de la traduction de la question de l'analyse profane, ces formulations de Freud lui-même. Par ailleurs, dit-il, l'enseignement analytique engloberait aussi des spécialités qui sont étrangères aux médecins et qu'il ne rencontre pas dans son activité professionnelle. Freud cite histoire de la civilisation, mythologie, psychologie des religions et littérature. Sans une bonne orientation en ces domaines, l'analyste reste sans comprendre une grande partie du matériel qui s'offre à lui. Et Lacan insiste donc qu'en parlant à partir de la littéraire, il produit un discours lorsqu'il s'adresse aux étudiants, mais qui ne s'adresse pas simplement aux étudiants, mais qui vise aussi, dit-il, les analystes. Troisième remarque, et ensuite je passerai à la première partie de l'article, c'est d'insister sur un point, à savoir la psychanalyse, ce qu'elle enseigne, comment l'enseigner. La formule, vous la connaissez, on la trouve dans un autre écrit, qui est la psychanalyse et son enseignement, et qui est daté de février 1957. Et la réponse qu'il donnait alors, mais qu'il reprend dans son article « L'instance de la lettre », c'est que ce que la psychanalyse enseigne, c'est la place de la psychanalyse dans le monde, et je vous lis. Tout retour à Freud qui donne matière à un enseignement digne de ce nom ne se produira que par la voie par où la vérité la plus cachée se manifeste dans les révolutions de la culture. Cette voie est la seule formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous suivent. Elle s'appelle un style. Vous voyez que déjà, il y a des termes qui commencent à se mettre en place, qu'on n'a pas encore vraiment définis, et Lacan lui-même ne les a pas encore définis dans son introduction, le distinguo entre la parole et l'écrit, la référence à la transmission pour la formation des analystes, et que là, loin d'un formatage stéréotypé, s'isole un style. Parole, écrit, style. Et la dernière remarque énonce en quelque sorte la couleur et ce qui sera le fil directeur de son article, je cite, « Et comment même un psychanalyste aujourd'hui ne s'y sentirait-il pas venu
à toucher à la parole quand son expérience en reçoit son instrument, son cadre, son matériel et jusqu'au bruit de fond de ses incertitudes. Alors, il y a une question qui se pose pour le lecteur, c'est puisque Lacan donne ce statut à la parole, qu'il en fait, je rappelle, l'instrument, le cadre, le matériel, le bruit de fond, des incertitudes de la praxis analytique, de la conduite des cures elles-mêmes, comment se fait-il que cet article ne va pas porter sur la parole elle-même, mais sur un autre concept, la lettre? Donc d'emblée, on a presque un moment d'indécision, puisque le terme de parole, le concept de parole qu'il a déjà magistralement introduit dans l'article de 50, le rapport de Rome, se trouve en quelque sorte épuiser le champ clinique et en même temps, après l'avoir épuisé, c'est un autre terme, à savoir la lettre, qu'il introduit pour la circonstance. Donc on pourrait croire qu'il ne va parler que de la parole, qu'après avoir introduit la parole, le champ clinique trouve en quelque sorte son outil, sa suffisance, mais il va être question d'un autre terme, la lettre. Mais pour l'introduire, il passe par la parole. Et quand vous commencez le chapitre 1, le sens de la lettre, Lacan nous donne la réponse à la question que je viens de poser. Pourquoi parle-t-il d'abord de la parole avec cette place cruciale dans le champ clinique, alors même que son article est consacré à la lettre? Vous le trouvez ainsi formulé au tout début. Le premier paragraphe dans le chapitre « Le sens de la lettre », à savoir que la parole a un au-delà. Donc il lui fallait inscrire d'abord la parole, non plus pour l'interroger, en quelque sorte, il a fait le boulot dans les textes précédents, depuis 50, ça fait 7 ans qu'il fait le boulot, mais pour parler de son au-delà. La structure du langage que l'expérience psychanalytique découvre dans l'inconscient. Autrement dit, il y a un au-delà de la parole et qui n'est pas extérieur à l'inconscient. Et il dit, naturellement, l'inconscient dont il parle, c'est la thèse de 1950 structurée comme un langage. L'inconscient, c'est le discours de Lord Granta, s'oppose à l'idée que l'inconscient ne soit que le siège des instincts, comme on traduisait fautivement en anglais, parfois même en français, le fameux tribe de Freud qu'il systématise en 1915 dans sa métapsychologie. La parole sonne au-delà. Et à partir de cette parole et son au-delà, dont il n'avait jamais parlé jusque-là. Il ne parlait pas d'au-delà de la parole au sens strict. La parole était plutôt ce qui était prélevé concrètement dans le discours de l'autre. Mais là, il parle à proprement parler d'un au-delà. Alors c'est une topologie rudimentaire, je vous l'accorde, on est en 57, mais néanmoins c'est suffisamment formulé pour que l'on entende quel est le statut de cet au-delà. Cet au-delà de la parole, quel nom lui donner? Il répond en donnant une définition de la lettre, justement. Et il dit, en jouant sur l'équivoque en français, on prend la lettre, le concept de lettre, à la lettre, au sens de sans rien chercher au-delà, mais en tirant les conséquences de sa définition même. Et c'est là, dans cette page 495,
que nous avons la première définition qui apparaît dans son texte. Précédemment, c'était moins des définitions que des rappels de ce qu'il avait déjà défini. Ce qu'il pouvait dire à propos de la parole, ce qu'il pouvait dire à propos de l'écrit inséparable du texte, il l'avait déjà formulé. Si vous reprenez le rapport de Rome qui fait plus d'une centaine de pages, vous verrez que les définitions s'y trouvent. C'est l'entrée de Lacan dans le champ de la psychanalyse, en 50. Donc là, il va donner une définition, qui est la première fois qu'il va donner cette définition-là. J'insiste, c'est une définition qui apparaît pour la première fois. Il dit « nous désignons », il ne dit pas « on désigne », c'est-à-dire que c'est lui qui produit un concept et qui lui donne une définition. Un concept qu'il prend à d'autres champs, la lettre au sens de la littéraire. Nous désignons par lettre, dit-il, ce support matériel que le discours concret emprunte au langage. Alors, ce que le discours concret emprunte au langage, la définition vous a déjà été donnée, c'est la parole. La parole dont je vous rappelle qu'il disait expérience, instrument, cadre, matériel, bruit de fond des incertitudes de la pratique analytique même. Et on avait cette façon de penser la parole, en quelque sorte, comme ce qui n'avait pas de support autre que le support sonore, mais qui était plutôt sa matérialité sonore. La voix, par exemple, que vous entendez, les mots prononcés et qui peuvent être enregistrés. Mais là, c'est un déplacement, c'est une définition autre qu'il donne. À savoir que le discours concret, c'est-à-dire effectif, le discours tenu, emprunte au langage, c'est-à-dire à l'autre, grand A, il est possible de s'interroger, de questionner le support matériel qui permet à ce discours concret de s'articuler, d'arracher une spécificité au langage. Autrement dit, la lettre, c'est des phrases bien sûr connues, souvent répétées, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elles sont introduites, comment Lacan se débrouille avec. Je ne doute pas que la plupart d'entre vous connaissent ces définitions. Je ne prétends pas vous dire des choses nouvelles ou que vous ignoreriez. Je me propose plutôt de savoir comment Lacan se débrouille, lui, en 57, pour introduire des termes que personne ne connaissait. L'être appartient naturellement au lexique français, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire autrement que dans le champ littéraire. Ou alors la lettre de typographie. Là, c'est la lettre comme support matériel. Mais si c'est un support matériel qui procède du discours concret emprunté au langage, il y a une thèse sous-jacente à sa définition, si on veut bien prendre le binôme parole-lettre, parole, langage bien évidemment, auquel il emprunte cette dimension de discours concret, et lettre. La thèse sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas de primarité de la lettre. Elle ne fait que se déduire d'une opération du discours concret à partir du langage. Le langage, c'est là quelque chose comme ordre symbolique plutôt mort, plutôt figé, qu'on pourrait illustrer par les tomes des dictionnaires dans la bibliothèque. Et il faut ensuite que le discours concret, pour qu'il puisse être vivant, arrache des mots du langage pour
dire ceci ou cela. Donc il y a d'abord le langage, d'abord l'autre grand A, la parole vivante est un arrachement par rapport à cet autre, du langage, et cette parole est saisie dans une face qui jusqu'alors n'avait jamais été abordée aussi explicitement au niveau du concept, à savoir la lettre. Alors, le lecteur habitué de Lacan pourrait faire l'objection suivante et me dire que déjà, dans le texte de 1950, dans ses références à l'inconscient comme mémoire qui vient se loger dans des traces et avec la référence à l'archéologie, il y avait déjà la dimension d'un support matériel. Ce n'est pas faux. Mais c'était moins un support matériel qu'une façon de faire saisir ce dont il s'agissait, notamment sous la forme de traces, d'inscriptions sur le corps, comme le symptôme hystérique dégagé par Freud, après d'autres, après Charcot notamment, vient l'inscrire. Mais il n'y avait pas le concept. Comme trace, comme marque, comme inscription, etc. Ce sont des termes justes, des termes empiriques. Mais là, il produit le concept qui a la même généralité que le concept de parole. Donc c'est un travail épistémologique de construction et d'élaboration d'un terme auquel il va donner un statut conceptuel aussi rigoureux, aussi fort, aussi déterminé que le concept de lettre et que le concept de langage. Je crois qu'il y a dans ce texte de 57 cette volonté épistémologique de construire un concept qui ne procède plus des références multiples, l'inscription, la trace, la marque, c'est-à-dire la référence métaphorique à l'archéologie qu'aimait autant Freud, mais qu'il fait accéder ces remarques déjà présentes au statut d'un terme unique, la lettre, et qui restera unique, la lettre, pour pouvoir en rendre compte en doctrine. Et du reste, aujourd'hui, nous continuons à avoir trois termes, langage, parole, lettre. Alors vous pouvez à langage et parole donner leur définition saussurienne avec la définition du signifiant, bien entendu, mais néanmoins, vous avez un tripode, langage, parole, lettre, et même vous pouvez le réduire à deux termes coprésents, parole, lettre. Ensuite, dans son avancée, chez Lacan, on devrait pouvoir dire signifiant, au sens de la paire signifiante, lettre. Il faudra un troisième terme qui est extérieur aux deux autres, qui est en position d'hétérogénéité, qui est petit a. Si vous avez début des années 60, ensuite jusqu'à la fin de son enseignement, si vous avez signifiant, lettre, objet petit a, grosso modo, vous pouvez vous orienter dans le champ clinique. On n'en est pas encore là, on en est en 57, mais on voit qu'il y a sa volonté de construire un concept ayant la dignité conceptuelle du concept de parole. Et pour pouvoir formuler les choses ainsi, Lacan le dit explicitement, ce sont les pages 495-496, ce n'est possible de formuler les choses ainsi qu'en récusant une théorie du langage,
c'est-à-dire celle qui avait cours, y compris dans le milieu analytique dans lequel Lacan travaillait, à savoir le langage, la théorie du langage réduite aux diverses fonctions, je cite, somatiques et psychiques qui le desservent chez l'être parlant. Et là, il récuse radicalement ces formules, il répète, toujours à l'adresse de ceux qui ne peuvent pas entendre comme il dit ce qu'il énonce, il reprend ce qu'il avait dit déjà en 1950, c'est-à-dire l'autonomie de l'ordre symbolique. Et ensuite, et la remarque a son importance, que le langage avec sa structure préexiste à l'entrée qui fait chaque sujet à un moment de son développement mental. Autrement dit, c'est d'affirmer que ce qu'on appelle le sujet clinique, le sujet freudien, le sujet de l'inconscient, eh bien c'est justement dans la structure de l'inconscient, structurée comme un langage, qu'il trouve sa détermination. Oui, bien sûr, me direz-vous, c'est du Lacan connu, certes, mais n'oubliez pas que je commente un texte de 57 et que c'est ce texte-là et pas au-delà dont je vais m'occuper. Maintenant, il faut que je fasse une halte parce que les lecteurs de Lacan seraient en droit, en 1957, pas les étudiants de lettres qui l'écoutent, mais le milieu analytique, le milieu de la psychiatrie, seraient en droit de lui demander des comptes. Mais comment pouvez-vous dire cela? Comment pouvez-vous dire que le langage ne se réduit pas aux fonctions somatiques et psychiques? J'ai bien dit psychiques aussi. De même, comment se fait-il que le langage préexiste à l'entrée du sujet? Avec la référence au développement mental, cher aussi bien à la neurologie qu'à la psychologie du développement. Et pour en rendre compte, Lacan prend un exemple qui touche à la fois les études de lettres, mais qui parle immédiatement au milieu analytique et psychiatrique de ces années-là, à savoir les aphasies. Alors les aphasies sont causées par des lésions purement anatomiques des appareils cérébraux. Définition impeccable qui est prouvée par les neurologues. Et vous savez, la suite, qui est la suivante, et qui montre comment Lacan ne va pas simplement localiser, c'est le cas de le dire, les aphasies par rapport aux hémisphères cérébraux et aux lésions anatomiques qui peuvent s'y produire et qui sont observables, mais il va montrer que même dans ce cas-là, la dimension du langage est présente, à savoir qu'on ne connaît pas d'homme ou de femme atteint d'aphasie qui ne soit pas pris dans un bain de langage. Et il écrit, à propos des aphasies, elles répartissent leurs déficit neurologique, déficit cognitif, selon les deux versants, dit-il, de l'effet signifiant de ce que nous appelons ici la lettre dans la création de la signification. Alors ça, c'est une phrase formidable, parce qu'en quelque sorte, elle répond à la critique que Lacan sait qu'on pourrait lui faire. C'est bien gentil, mais la lettre,
c'est plutôt du côté de la littéraire, c'est-à-dire de la littérature et de l'usage qu'on peut en faire, par exemple dans la poésie. Et la poésie surréaliste, qui était encore présente dans les années 57. L'expérience de la découverte du surréalisme était toujours active. Justement, pour contrer cette critique, il en passe en quelque sorte par du dur, de ce qui s'observe, les aphasies. Et donc jamais personne n'a dit qu'elle relevait en quelque sorte de la vie psychique. Elle se manifeste dans la vie psychique parce qu'elle touche à l'usage du langage, mais elle relève comme explication des lésions anatomiques des appareils cérébraux. Et il dit, pour en rendre compte, il faut être au parfum des deux versants de l'effet signifiant. Et il ne dit pas dans la création de la signification, mais il ajoute cette incise, les deux versants de l'effet signifiant de ce que nous appelons ici la lettre. Autrement dit, c'est la lettre qui va être un concept dont l'usage va permettre de rendre compte des aphasies autrement qu'en termes neurologiques. Et pour en parler, Lacan fait référence à un texte de Roman Jakobson, qui était un de ses amis. Vous vous rappellerez peut-être que dans son séminaire postérieur encore, il y fait référence puisque Jakobson est dans la salle. C'est un ami, il venait rue de Lille, etc. Il était accueilli par la famille Lacan. Et donc pour en quelque sorte donner une preuve à ce qu'il avance, il dit, eh bien, allez voir Jakobson. Bien, chose suivante, je lis la note, la page 495, cet aspect très suggestif a renversé la perspective de la fonction psychologique qui obscurcit tout en cette matière. Elle obscurcit tout parce que elle n'a pas la thèse de l'être parlant. Elle n'a pas la thèse que le sujet serve du langage et que sa place est inscrite dans le langage même avant sa naissance, par exemple sous la forme de son nom propre. Ça, la psychologie n'a pas cette définition. C'est pour ça qu'il dit qu'elle obscurcit tout. Apparaît lumineux dans l'analyse purement linguistique des deux grandes formes de l'aphasie qu'a pu ordonner l'un des chefs de la linguistique moderne, Roman Jakobson. Et donc je me propose de faire une petite halte sur Jakobson, dont je suis allé relire l'article cité qui date de 1956, deux aspects du langage et deux types d'aphasie. Donc je ne vais pas commenter tout l'article de Jakobson, je l'ai fait par mes notes pour avoir en mémoire ce texte que j'avais plus lu, je pense, depuis 30 ou 40 ans, mais je me souvenais de la thèse qui a été dépliée, que j'ai relue avec beaucoup de plaisir. Et au fond, la thèse à propos de l'aphasie élaborée par Jakobson, c'est une thèse interne à la linguistique. Mais si je vous en parle, c'est pour vous faire entendre comment les formulations de Lacan sont en quelque sorte authentifiées par le linguiste lui-même. Ce que rappelle Jakobson, c'est qu'il se dit, bon,
les aphasies sont des troubles du langage. Le terme trouble est justifié. Trouble au sens de la neurologie, c'est-à-dire résultant d'une lésion. Et il dit, se demande, pour ceux qui veulent avoir la référence, c'est à la page 43 du livre de Jacobson que je cite dans l'édition de poche. Je crois que c'est la seule qui est disponible aujourd'hui dans le commerce. Et il se demande quels aspects du langage sont altérés dans les différentes espèces d'un tel désordre. Et il se propose de faire une typologie des aphasies. Il en distinguera de deux types. Ça, c'est un grand problème neurologique. L'école allemande s'est beaucoup intéressée à l'aphasie. Des grands psychiatres, des grands neurologues plutôt, ont donné leur nom à des aphasies, l'aphasie de Wernicke, etc. Enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer dans ces descriptions qui seraient vraiment longues et un peu fastidieuses. Ce que je vais interroger, c'est que Jacobson, et c'est ce que Lacan reprend, dit que parler implique une double opération. Et il parlera de double caractère du langage. La première opération, c'est une sélection de certaines entités linguistiques. Je vous dis par exemple, il fait beau et je ne vous dis pas, il pleut. J'ai choisi donc dans le lexique les mots correspondants que je vous livre. C'est une sélection. Et deuxièmement, la combinaison, en unité linguistique d'un plus haut degré de complexité. Autrement dit, on choisit des mots, c'est ce que je fais en vous parlant, et on combine les mots dans des phrases, et ces phrases combinées produisent des énoncés. Et on peut à partir de là, et c'est ce que fait Jacobson, se dire, est-ce qu'avec cet outil binaire, on va pouvoir classer les aphasies? C'est-à-dire les aphasies qui vont porter, et qu'il va appeler troubles de la similarité, c'est-à-dire les aphasies qui relèvent d'un trouble de la similarité, c'est-à-dire dans la sélection et la substitution. Là est la carence principale. L'aphasique n'arrive pas à sélectionner des mots et en substituer les uns aux autres. Mais par contre, la combinaison des mots entre eux dans les phrases formant des énoncés, cette combinaison est grosso modo stable. Ça, c'est un premier type d'aphasie. Et le deuxième type d'aphasie qu'il faut distinguer, c'est lorsque le trouble porte sur la contiguïté, c'est-à-dire sur la combinaison et la contexture, c'est-à-dire comment les mots s'ordonnent entre eux et quel est le contexte. Et que quand vous parlez, à la fois vous choisissez des mots, vous les combinez et vous vous débrouillez de les comprendre en les rapportant à un contexte. De quoi il a parlé, qu'est-ce qu'il veut dire, et si quelquefois vous ne saisissez pas le contexte, eh bien vous arrêtez la personne et vous lui dites « mais qu'est-ce que vous voulez dire, mais je ne saisis pas, expliquez-moi, etc. » Alors, le premier type d'aphasie, c'est un trouble de la similarité. Ça, c'est formidable parce que le mot « trouble », c'est un terme tiré de la neurologie, lié aux lésions de l'appareil cérébral, mais ce trouble, on le saisit dans sa dimension linguistique où le linguiste, lui, sait de quoi il parle, et donc on aura cette expression qui est un peu bizarre, une sorte d'articulation entre deux champs, le trouble de la similarité, c'est-à-dire le trouble dans la sélection. Autrement dit, l'aphasique dans cette situation, plus ses paroles, celles qu'il énonce,
dépendent du contexte, mieux il s'en tire avec sa tâche verbale. Je donne un exemple à la page 52, c'est le mot célibataire. Et célibataire peut être utilisé, par exemple, dans un contexte. On dit, je vous l'accorde, ce sont des expressions qui datent un peu, mais peu importe. On dit, par exemple, un appartement de célibataire. Et l'expression est toujours juste en français. Mais là où, dans ce type d'aphasie, il y aura une difficulté pour l'aphasique, c'est qu'il peut dire un appartement de célibataire, mais il sera dans l'impossibilité de faire cette substitution et de dire à la place de célibataire, homme non marié. Autrement dit, il peut dire appartement de célibataire parce qu'il y a une concaténation contextuelle, mais il ne pourra pas, le mot pouvant se substituer à célibataire qui serait homme non marié, cela, il ne le peut. Autrement dit, je parle comme le linguiste, la prédication équationnelle dans sa forme la plus pure, A égale A, non, N-O-N, et E-S-T, non, N-O-N, eh bien cette prédication équationnelle ne peut pas être produite dans ce type d'aphasie par l'aphasique lui-même. Autrement dit, un aphasique de ce type ne peut ni passer d'un mot à ses synonymes, homme non marié, célibataire, et aux circonlocutions équivalentes, ni à ses hétéronymes, c'est-à-dire ses équivalents dans d'autres langues. Autrement dit, l'aphasie de similarité dont on parle, c'est la perte de la capacité de commutation du code. Vous ne pouvez pas prendre dans le code des mots que vous substituez les uns aux autres. Et là, il cite un linguiste qui a écrit sur la question, un certain Goldstein, à la page 56, et il dit « Les malades de ce type saisissent les mots dans leur signification littérale. » Vous voyez l'intérêt de la lettre, là. Je ne l'explique pas, mais vous la sentez avec l'adjectif littéral surgir, leur signification littérale, mais ne parviennent pas à comprendre le caractère métaphorique de ces mêmes mots. Et c'est la capacité de sélection qui a été affectée. Par contre, l'opération métonymique est maintenue lorsque tel aphasique dira fourchette à la place de couteau, table à la place de lampe, fumée à la place de pipe. Et vous voyez chaque fois qu'entre fourchette et couteau, table et lampe, fumée et pipe, vous avez un lien de contiguïté. Fourchette et couteau à table, la lampe sur la table, la fumée de la pipe, etc. Autrement dit, dans ce cas-là, dans ce type d'aphasie, l'aphasie de similarité, la métonymie est projetée de la ligne du contexte habituel sur la ligne de la substitution et de la sélection. Et c'est là où le mot vient à lui manquer. Par contre, la description métonymique est possible. Fourchette apparaît en même temps que couteau dans la réalité domestique, et il y a donc dans le langage la fourchette à la place du couteau. Il faut conclure, page 56, j'insiste un peu pour voir que tout cela défini presque joliment par le linguiste, qui n'y voit que des problèmes de linguistique, pas tout à fait quand il s'agit de Jacobson parce qu'il a des liens avec Lacan. On verra ensuite comment Lacan va utiliser tout ce matériel qui était à disposition. Donc la conclusion à propos de l'aphasie de similarité, c'est quand la capacité de sélection, du choix des mots, un tel ou tel autre, est fortement atteinte, et le pouvoir de combinaison au moins partiellement préservé, la contiguïté
détermine tout le comportement verbal du malade et nous pouvons désigner ce type d'aphasie comme trouble de la similarité. Ça, c'est la première aphasie. Vous voyez déjà comment il utilise, Jacobson, les deux versants du langage, métaphore et métonymie. Si vous êtes intéressé par les termes, parfois à la place de métonymie, il emploie synecdote, mais disons que pour l'occasion, on va supposer les deux termes comme synonymes. Il existe des synecdotes particularisantes et des synecdotes généralisantes. Une synecdote particularisante, il ne faut pas que je me trompe, ça serait du style « l'homme but un verre ». Évidemment, il ne boit pas le verre, il boit l'eau à l'intérieur du verre. Et la synecdote généralisante, c'est lorsque vous prenez le tout pour désigner la partie. Et la synecdote particularisante, c'est lorsque vous donnez une partie pour désigner le tout. Par exemple, si vous dites « prenez votre De Bello Gallico », vous prenez la partie du livre qui s'appelle De Bello Gallico en latin et qui est la guerre des Gaules de César. Et donc vous la désignez par le titre. Mais quand vous dites le vers, c'est vous prenez la totalité du vers pour désigner ce qui n'est qu'une partie du vers, non pas la matérialité du verre, mais le liquide qu'il contient, etc. Et ensuite, la deuxième métonymie, le deuxième type de métonymie que vous avez, c'est le trouble de la contiguïté. Dans ce cas-là, la perte du discours, EST, et la perte du pouvoir de construire des propositions. L'inaptitude au discours ne signifie pas pour autant une absence de mots, puisque les mots peuvent toujours être saisis dans le code. L'altération de l'aptitude à construire des propositions ou, en termes plus généraux, à combiner des entités linguistiques simples à une unité plus complexe, est en fait limitée à un seul type d'aphasie opposé au précédent. Autrement dit, là, c'est une aphasie déficiente quant au contexte, et c'est ce qu'on appelle, ces paroles que vous entendez, qui se réduisent à des tas, TAS, à des tas de mots, et qu'on appelle du terme A privatif, agrammatisme. L'ordre des mots devient chaotique, les liens de coordination et de subordination grammaticale, c'est-à-dire soit d'accord ou de réction, sont dissous. C'est ce qu'on appelle parfois le style télégraphique. Et dans les cas avancés de ce trouble, chaque énoncé, ça la remarque est passionnante, est réduit à une seule phrase d'un seul mot, tandis que la contexture se désagrège, les opérations de sélection, un mot à la place des autres, se poursuivent. C'est par exemple la métaphore si vous dites « longue vue » à la place de microcosme, à la place de microscope. Quel est l'intérêt de cette affaire d'avoir su distinguer en termes linguistiques deux types d'aphasie? D'abord, ça met de l'ordre. Ça met de l'ordre dans les aphasies. Ça évite les descriptions à n'en plus finir. Et quand on lit des manuels, je l'avais fait à une époque, de neurologie, qui décrivent les aphasies, ce sont des manuels absolument impeccables, mais qui sont constitués d'inlassables descriptions. Et on ne voit pas très bien ce qui les ordonne. Là, vous avez un système d'ordonnancement qui vous permet de considérer deux classes d'aphasie et que ces deux classes subsument l'ensemble des aphasies possibles. Et Jacobson insiste, c'est ce que Lacan suggère de façon rapide, mais il y reviendra, que toutes les variétés d'aphasie oscillent entre les deux types polaires, soit la faculté de sélection et de substitution est touchée,
soit la faculté de combinaison et de texture est touchée. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacobson généralise sa thèse. Et c'est pour ça que Lacan la reprend, me semble-t-il. À savoir que dans le comportement verbal normal, c'est-à-dire sans trouble neurologique, sans lésion de l'appareil cérébral, les deux procédés sont continuellement à l'œuvre. Par exemple, si vous lancez le mot « hute », H-E-U-T-E, qu'on appelle un stimulus linguistique, et que vous demandez l'association à celui que vous interrogez, il peut vous dire « hute » suivi du verbe « à brûler ». Ça donnerait la phrase « la hutte a brûlé ». Vous produisez un contexte narratif. Et vous pouvez aussi à hutte associer une pauvre petite maison. Et vous aurez là l'articulation d'une contiguïté plus une similarité. Vous avez substitué à hutte maison, mais en ajoutant pauvre petite maison, vous êtes dans la contiguïté des caractéristiques propres de la hutte. Je vous donne un petit exercice, je ne vais pas le faire. Je vais vous donner d'autres mots qui peuvent être dits et vous verrez s'ils relèvent de la sélection et de la substitution ou de la combinaison et de la contexture, voire de la double connexion. Cabane, cahute, palais, les palais de la République, les palais des nobles, entre, A-N-T-R-E, terrier, chaume, paille, pauvreté. Donc, on pourrait conclure que cette opposition, elle a son intérêt. Par exemple, le réalisme en littérature procède par digression métonymique. La littérature russe en est notamment un exemple, que vous pouvez opposer au romantisme qui, lui, fait le pari de la métaphore. De même, le cubisme en peinture, selon Jacobson, est plutôt métonymique, alors que les surréalistes font plutôt appel aux métaphores. Conclusion, la dichotomie, dit-il, que nous étudions, ici s'avère d'une signification et d'une portée primordiale pour comprendre le comportement verbal et le comportement humain en général. Vous voyez, ici j'ai fait un petit excursus par Jacobson. C'est un très beau texte, souvent cité, mais à juste titre. C'est parce qu'au fond, vous voyez que les deux catégories, ce qu'on appelait avant les figures de rhétorique, voire les tropes du discours universel, permettent de voir que être pris dans un bain de langage produit ses effets là où, pourtant, c'est la lésion cérébrale qui prévaut. Et c'est presque l'exemple à contrario que quand effectivement, ça devrait être l'objet de la psychiatrie, la causalité n'est pas organique. J'avais commenté ça dans un autre cadre il n'y a pas longtemps à propos d'un texte de Lacan sur la causalité psychique. Lorsque la causalité organique n'est pas impliquée, là où donc émerge la catégorie de la folie, vous pouvez supposer que le binôme métaphore-métonymie, les deux versants du langage, trouve encore et davantage sa pertinence. Autrement dit, le discours universel, il nous dit c'est la tradition qui instaure ce discours. Et il dit même que cette tradition, c'est-à-dire quoi la tradition? C'est-à-dire que les signifiants sont déjà là. Ou si vous voulez employer les mots de 57, que le langage produit et fixe des effets de signification
déterminée, eh bien, que cette tradition qui instaure ce discours fonde, dit-il, les structures élémentaires de la culture. Naturellement, l'expression équivoque avec les travaux de Lévi-Strauss, un autre ami de Lacan, où il avait fait sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté. Et que ces structures, ces agencements, et ce ne sont des agencements que parce qu'ils procèdent du langage et que Lacan, vous le savez évidemment, lit Freud à partir des travaux de Ferdinand de Saussure, dire la naissance de la linguistique, avant c'était plutôt la grammaire comparée, et l'idée que le signifiant ne signifie rien en tant que tel, qu'il est toujours différentiel, etc. Bon, eh bien que ces structures élémentaires de la culture ordonnent, dit-il, les échanges, notamment matrimoniaux, et il ajoute que cette ordination, c'est-à-dire de mise en forme d'un ordre, est, je le cite, inconcevable hors des permutations qu'autorise le langage. Donc on pourrait dire que Lacan reprend l'article de Jacobson, mais il le reprend très précisément là où Jacobson s'était arrêté. Lorsqu'il disait, bon, nous sommes des linguistes professionnels, nous faisons le boulot, nous pouvons apporter ces résultats à partir des aphasies, nous pouvons les classer entre les aphasies de similarité et les aphasies de contiguïté, ça épuise le champ, les manifestations concrètes, et on peut même utiliser ces deux champs, métaphore et métonymie, pour penser l'ensemble du langage normal, c'est-à-dire hors aphasie, hors trouble, et même dans le champ de la culture et de la littérature. Et c'est exactement ce que reprend Lacan. Exactement ce qu'il reprend pour dire au fond que les permutations qu'on repère dans les structures élémentaires de la culture, les structures élémentaires des échanges matrimoniaux, ils ne sont possibles, ils ne sont concevables comme permutations que parce qu'il y a le langage et que lui-même le langage est articulé par ces permutations. Les permutations, les substitutions métaphoriques et les contiguïtés métonymiques. Et on arriverait à un tripode qui serait nature, culture, société, et que Lacan nous dit que l'on peut réduire au fond à un binôme. Nature d'un côté, culture et société de l'autre, et qu'on peut procéder ainsi parce que c'est le langage qui fait la différence. Qu'entre culture et société, on ne peut pas vraiment les opposer parce que le langage, en quelque sorte, permet d'en rendre compte. Par contre, nature, c'est pensé comme un hors-langage. Ensuite, à la fin de son enseignement, Lacan dira que la nature elle-même procède comme un pot pourri, comme une exclusion à l'intérieur même du champ du langage. Mais ne complexifions pas, contentons-nous d'avoir nature, culture et société, et que l'opposition, elle est entre là où il y a langage, là où il n'y a pas langage, et si où il y a langage, c'est qu'effectivement, les êtres parlants y trouvent, y compris avant leur naissance, leur détermination, le nom propre, ou bien le désir, être attendu, etc. Autrement dit, on arrive à cette formulation, vous voyez que là, Lacan dialogue avec l'anthropologie, dialogue avec l'histoire, dialogue avec la sociologie, dialogue avec les recherches anthropologiques, etc. Donc avec une vue extrêmement générale qui va bouleverser le champ épistémique au-delà de la clinique analytique, lorsqu'il écrit « Ce qui distingue essentiellement la société humaine des sociétés naturelles, c'est le langage ». Et à partir de là, vous avez une notation, c'est que
Lacan nous dit, il y a une référence qui serait possible, qu'on pourrait introduire, c'est l'articulation, voire l'opposition entre le signifiant, au sens de Saussure et au sens du fait qu'il l'a repris lui-même comme l'unité discrète, et le travail. Et il ajoute qu'il va faire une référence au communisme face auquel il ne prend pas parti. Mais en 1957, le communisme, c'est autre chose qu'en 2021. C'est présent, c'est actif, c'est en France un parti communiste extrêmement puissant, où beaucoup d'intellectuels y sont, et s'y réfèrent, y compris dans le champ analytique, etc. Et puis, au niveau politique, l'URSS est là, et 57, les chars, Prague, etc. Donc, il y a une présence du communisme qui n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Alors, il remarque cette chose, c'est qu'il va interroger. On ne s'y attend pas, mais il va interroger le communisme à propos et à partir du langage. Et il dit, c'est la distinction célèbre entre les rapports de production, c'est-à-dire en dernière instance l'économie, comme on disait, ce qui est déterminant en dernière instance, et puis les superstructures idéologiques qui ne sont pas déterminantes en dernière instance. Elles ne sont pas, loin de là, sans effet, sans conséquence, sans efficience, mais elles ne sont pas déterminantes en dernière instance. Et que si vous êtes révolutionnaire, marxiste, il faut, pour faire la révolution, que vous vous attaquiez au rapport de production. Mais il dit, le communisme, celui de la révolution russe, il remarque qu'il n'a pas enfanté un espéranto universel. Autrement dit, en Russie, on continue à parler russe, et en Chine, on continue à parler chinois. Vous n'avez pas une langue qui, en quelque sorte, deviendrait la langue universelle du communisme. Et là, on a une note dans le texte où Lacan cite Staline. En 1957, c'est pas n'importe quand. Si ma mémoire est bonne, Staline est mort en 1953. Et le rapport de Khrouchtchev sur les crimes de Staline au 20e congrès du parti communisme, eh bien, est énoncé justement dans ces années-là. Il devait être secret, mais ensuite, on le connaîtra. La dénonciation des crimes, 57-58, la dénonciation des crimes de Staline, par Khrouchtchev. Donc c'est, citer à ce moment-là Staline, ce n'est pas rien. Et il dit, en citant Staline, on se souviendra que la discussion concernant la nécessité de l'avènement d'un nouveau langage dans la société communiste a réellement eu lieu et que Staline, pour le soulagement de ceux qui faisaient confiance à sa philosophie, l'a tranché en ces termes: le langage n'est pas une superstructure. Alors vous voyez que c'est une référence qui n'est pas dure à l'endroit de Staline. Il le prend au sérieux par le même de sa philosophie, qui en l'occurrence est le marxisme. Et il dit,
ce que disait Staline, que le langage n'est pas une superstructure, et que donc, on ne peut pas le considérer comme tel. Alors, une fois qu'on a cette référence, rien de plus facile que d'aller lire Staline. Le texte s'appelle « Le marxisme et les problèmes de linguistique ». Je l'avais déjà lu et j'ai trouvé cette fois-ci une version, c'est un texte qu'il avait publié dans la Pravda, qui, comme vous savez, en français veut dire la vérité, en 1950. Mais je n'avais jamais lu d'autres textes parus dans la Pravda et qui s'appelle « Réponse aux camarades », où on a les questions posées par les camarades et les réponses apportées par Staline. Je n'avais lu jusqu'à présent que la version où, je suppose, la Pravda, journaliste de la Pravda, lui pose des questions et où il répond. Mais il y a aussi un débat entre camarades. Alors, c'est très intéressant de lire le texte. Alors, il a été souvent commenté par les marxistes, les analystes ne sont pas trop allés le voir, et les linguistes, pas forcément non plus, parce qu'ils ont d'autres références que d'aller lire Staline pour leur propre discipline, et on les comprend. Mais je crois que c'est très intéressant par rapport à ce dont on parle, à savoir que le langage ne peut pas être assimilé en quelque sorte à une idéologie, à un système de pensée qui sert à légitimer des conditions de production et des rapports sociaux de production précis. Ce que naturellement fait la politique, la culture, etc., qui sont l'idéologie, plus nettement, sont des modalités de justification. Et la question qui se posait à Staline et aux révolutionnaires russes, c'était est-ce que nous devons inventer un nouveau langage dans la société communiste? Autrement dit, est-ce que la langue russe n'est pas la langue de l'aristocratie et du peuple russe sous le joug du féodalisme? Est-ce que nous n'avons pas à changer cette langue-là, la jeter à la poubelle pour en produire une autre, propre à la société communiste que la Révolution a mise en place? C'est la question qui se posait. Alors voilà la question qu'on pose à Staline. Est-il vrai que la langue soit une superstructure au-dessus de la base, c'est-à-dire au-dessus des rapports de production et des conditions de production? Réponse de Staline, non, c'est faux. Et vous verrez que dans ce texte-là, Staline, par rapport à sa philosophie, comme dit Lacan, a un outil pour répondre à ce qu'on lui dit en termes de vrai ou faux. C'est faux, c'est vrai. Il répond non, c'est faux, la base et le régime économique de la société, à une étape donnée de son développement, par exemple le mode de production asiatique, le mode de production féodal, le mode de production capitaliste, le mode de production socialiste, bolchevique. Par contre, la superstructure, ce sont les vues politiques, juridiques, religieuses, artistiques, philosophiques de la société et les institutions politiques, juridiques et autres qui leur correspondent. On pourrait dire, mais alors la langue fait totalement partie de ce qui vient d'être là énoncé. Mais pourquoi dit-il, lui, Staline, alors que la langue russe en l'occurrence, n'est pas une superstructure? Et voilà la définition qu'il donne, et que Lacan
nous fait surgir comme référence de lecture. Je suis allé travailler Staline, reprendre Staline, que parce que Lacan le cite. Et Staline dit « La langue, à cet égard, diffère radicalement de la superstructure. Prenons par exemple la société russe et la langue russe. Au cours des 30 dernières années, l'ancienne base, la capitaliste, a été liquidée en Russie. Et il a été construit une base nouvelle socialiste. » Je ne commente pas les phrases, savoir si c'est vrai ou faux, le nombre de morts, des millions de morts, etc. C'est pas ça dont on parle là. Mais évidemment, vous vous doutez de la position que je peux avoir à partir de ce qui est là présenté. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est la linguistique et c'est la lettre. Donc, la base capitaliste a été liquidée en Russie, notamment en 1929, vous savez que Staline abandonne la NEP, la nouvelle politique économique, qui laissait encore quelques éléments, si ma mémoire est bonne, de propriété privée et d'initiative, et il y substitue la collectivisation généralisée de l'agriculture, et en même temps la terreur de masse démarre. Alors la nouvelle politique, la fin de la nouvelle politique économique et la collectivisation généralisée de l'agriculture, ça produira des millions de morts et la famine. Et en même temps, la terreur politique. Mais bon, ce qu'il veut dire, c'est que, en dépit de cela, de cette liquidation et de cette société socialiste advenue, 29 en quelque sorte pour Staline, ça se radicalise, eh bien il dit, mais en dépit de cela, la langue russe est demeurée pour l'essentiel ce qu'elle était avant la révolution d'octobre. Et il rajoute, la langue à cet égard diffère radicalement de la superstructure. La langue est engendrée non pas par telle ou telle base vieille ou nouvelle au sein d'une société donnée, mais par toute la marge de l'histoire de la société, de l'histoire des bases au cours des siècles. Elle est l'œuvre non pas d'une classe quelconque, mais de toute la société, de toutes les classes de la société, des efforts, des générations et des générations. Autrement dit, il va donner une définition assez rudimentaire, il faut bien le reconnaître, de la langue. La langue, ça sert à communiquer pour lui. Ça sert à ce que les hommes se parlent entre eux. Et il dit, au fond, la langue ainsi conçue ne consiste pas à servir une classe au détriment des autres classes, mais à servir indifféremment toute la société, toutes les classes de la société. C'est là précisément la raison pour laquelle la langue peut servir l'ancien régime agonisant, aussi bien que le nouveau régime ascendant, l'ancienne base, aussi bien que la nouvelle, les exploiteurs, aussi bien que les exploités. Et il ajoute quelque chose. Si vous touchez à ça, dit-il, aux camarades, alors vous produisez une désagrégation du groupe. Vous produisez le chaos. C'est ce qu'il dit. Il dit, pour servir au même titre les membres de la société indépendamment de la classe à laquelle ils appartiennent, il suffit que la langue quitte cette position d'instrument commun à tout le peuple, il suffit qu'elle prenne une position tendant à préférer, à soutenir un groupe social quelconque au détriment des autres groupes sociaux pour qu'elle perde sa qualité, pour qu'elle cesse d'être un moyen de communication entre les hommes dans la société, pour qu'elle devienne le jargon d'un groupe social quelconque, pour qu'elle déchoie et se voue à la disparition. Et cette disparition, ça peut aller, dira-t-il, jusqu'au chaos, d'où l'affirmation chez Staline de la nécessité d'une langue nationale. Il n'est pas contre que l'Ukraine, etc., les Ouzbeks, etc., conservent leur langue propre, mais à condition qu'il y ait une langue nationale qui, en quelque sorte, soit le ciment de l'URSS.
Et il est tout à fait opposé à l'idée que bouleverser la langue, supprimer la langue, etc., ça produirait un effet de décomposition de la société elle-même. Alors, vous voyez, si j'insiste sur ce point, et notamment sur l'idée de la disparition de la société si on touchait à la langue, alors qu'on peut toucher à la superstructure sans que la société, c'est-à-dire les rapports sociaux, anciens ou nouveaux, se désagrègent pour autant, c'est pour lui une façon de démontrer que la langue n'est pas une superstructure. Vous pouvez changer les pratiques culturelles, vous pouvez supprimer la pratique des religions, etc. Vous n'obtenez pas une décomposition de l'organisation sociale. Vous bougez la superstructure, ce n'est pas sans effet, mais vous maintenez en quelque sorte les rapports sociaux, les conditions de production. Et il nous dit, si vous touchez à la langue, c'est la société elle-même, c'est-à-dire faite par les conditions de production que vous toucherez parce que la langue est indépendante des conditions spécifiques de telle ou telle société. C'est sûr, au long cours. D'où, ce n'est pas l'objet du tout de mon intervention, mais d'où l'importance pour les marxistes d'avoir une langue nationale. Parce que c'est la condition, évidemment, que l'affaire puisse se tenir. Alors ensuite, il y a des passages assez intéressants où il cite Marx et il montre qu'il y a un usage scolastique de Marx et il y a un usage marxiste de Marx, etc. Ce qui me paraît une phrase tout à fait juste. Que reste-t-il donc, se demande-t-il, si la société s'est désagrégée et s'il n'y a plus de langue nationale commune à tout le peuple? Il répond, restent les classes et les langues de classe. Alors, vous voyez, pourquoi c'est intéressant d'avoir cité Staline? Pourquoi? C'est intéressant parce que vous remarquerez que c'est exactement ce que dit, dans un autre registre, avec une autre perspective, évidemment, mais que c'est à sa façon ce que dit Lacan. Quand il nous dit que ce qui distingue essentiellement la nature et la culture, c'est le langage et naturellement la langue qui est la vie de ce langage, avec la syntaxe et le lexique. Autrement dit, que ça tient, l'ordination dont il parlait précédemment, ça tient parce qu'il y a le langage et ses permutations. Évidemment, un langage sans langue, c'est mort. Il faut la langue comme le discours concret qui arrache à l'autre les coordonnées de la syntaxe et du lexique. Autrement dit, Lacan ne cite Staline que pour dire « Staline dit comme moi ». Le langage n'est pas une superstructure et même, il trouve plutôt intéressant que Staline ait été capable de formuler les choses ainsi. Et on s'aperçoit que le dialogue avec des camarades qui n'ont pas cette position, c'est un dialogue rigoureux et qui a de la tenue. Ce n'est pas l'invective. C'est une véritable démonstration. Et c'est pour ça que je conseillerais à ceux qui ne l'ont pas fait de relire cette 60aine de pages, ça se lit très vite, en très gros caractères, etc. La langue, donc, ne peut pas être assimilée à quoi? À quelque chose de superficiel qui viendrait après. À la fois la linguistique l'avait démontré à propos des aphasies, qui pourtant procèdent et sont définis dans la neurologie comme résultat de lésions anatomiques dans le cerveau, et en même temps, en quelque sorte, il nous dit, mais ce que pointe Staline,
ça va dans la même direction. La langue n'est pas le langage, la langue n'est pas une superstructure, mais qui a des lois qui y agissent et qui ordonnent la société, la culture et ceux qui y vivent. D'où l'importance qu'il va donner à la linguistique, qui dans le champ du structuralisme a été dans ces années-là, et les années qui ont suivi, la discipline épistémique la plus avancée en termes de structuralisme. Aujourd'hui, la linguistique n'est plus forcément structuraliste, elle est fonctionnaliste, c'est-à-dire cognitiviste. Pas le cognitivisme des psychologues, mais malgré tout le cognitivisme qu'on trouve chez un Chomsky, par exemple, c'est-à-dire les universaux. Et que ce qui est intéressant avec la linguistique, ce sont les structures et les lois qui s'y révèlent dans les langues existantes, et on pourrait dire que Lacan, lui, applique cette orientation pour lire Freud et pour penser la spécificité du dispositif analytique. Il est à ce moment toujours de son enseignement où il utilise la linguistique, il utilise les ressources de la rhétorique, les tropes, etc., pour penser un inconscient qui travaille, un inconscient besogneux. Et il note, parce que ça se disait à l'époque, qu'il faut exclure de la linguistique tout ce qui ne relève pas du langage parlé et du langage humain, c'est-à-dire les codes abstraits de la théorie de la communication et de l'information, aussi bien que les codes de la sémiologie généralisée. C'est-à-dire, il n'était pas d'accord de parler là de langage. Ce que certains sémiologues font, par exemple, dans tous vos vêtements, il y a des petites étiquettes, et pour gagner du temps, comme ça on n'a pas besoin de les traduire, vous avez des sigles. Pour le lavage, pour la qualité, pour ce que vous devez faire ou pas, etc. N'importe quel vêtement porte ces codes abstraits, mais qui reproduisent schématisés des éléments de la vie quotidienne pour que vous vous y repériez. Et certains ont voulu y voir un langage, le langage généralisé au nom de la sémiologie, c'est-à-dire des signes. Et Lacan nous dit non. Il faut exclure tout ça de la linguistique pour ne s'occuper que des langues existantes. La linguistique a pour objet, je répète, selon lui, les structures et les lois qui se révèlent dans les langues existantes, c'est-à-dire dans le langage qui fait l'être parlant. Ça a son intérêt, parce que autrement, le langage est utilisé par extension fautive. Alors ensuite, il y a des réflexions qui se font, mais qui étaient à l'œuvre chez les linguistes à propos de la double articulation du langage. Et je vous renvoie à un article de Benveniste que connaissait Lacan et où il a écrit un article là-dessus célèbre. Benveniste que, si la mémoire est bonne, j'avais lu dans 2 tomes sur le langage des institutions indo-européennes et qui montrait comment le code, comment la loi, comment les structures, comment les sociétés, les civilisations étaient prises dans les mots, étaient prises dans la langue, étaient prises donc dans le langage, dans les discours concrets. Les termes ne sont pas synonymes, mais vous voyez là ce que j'essaye de pointer, et que c'est par là que, effectivement, la culture pouvait se constituer et que la société pouvait perdurer. Ce qu'à sa façon, Staline reprend. Voilà un petit peu le chemin de cette introduction, dont certains pourront être déçus, en disant « mais Lacan ne dit que ça », mais oui, c'est une introduction. Je comprends la déception la déception de certains, puisque je vous ai lu l'introduction proprement dite, puis l'introduction du premier chapitre, le sens de la lettre. Ça tenait au fait que j'avais choisi 4 pages. Mais j'ai voulu m'arrêter, après vous avoir donné assez schématiquement, sûrement trop schématiquement,
le contexte épistémologique dans lequel Lacan inscrit sa contribution qui deviendra ce texte écrit, mais qui est entre l'écrit et la parole, par son histoire même, il y a quelque chose qui vient clore en quelque sorte l'introduction de la partie 1, le sens de la lettre, et qui est l'isolation d'un algorithme. Et à partir de là, vous allez voir que l'article va prendre un autre train, un autre rythme. Lacan isole un algorithme, vous le trouvez à la dernière page, de la 497, Lacan isole un algorithme dont il dit qu'il est celui qui fonde la linguistique. Et je le cite, pour pointer l'émergence de la discipline linguistique, nous dirons qu'elle tient, comme c'est le cas de toute science au sens moderne, dans le moment constituant d'un algorithme qui la fonde. Et avant de vous donner l'algorithme, mais qui ne vous surprendra pas, pour ceux qui ont un minimum d'habitude de lecture des textes, je ferai quand même une halte sur algorithme, et c'est le cas de toute science au sens moderne. Je crois que c'est une remarque importante de savoir quel est l'algorithme de départ d'une discipline. C'est d'arriver à isoler cet algorithme. Si on ne le fait pas, on va avoir une difficulté constante, c'est qu'on très vite, on ne saura plus de quoi on parle. On ne saura plus de quoi on parle parce qu'on ne saura plus si ce dont on parle, ça appartient, ça se déduit ou ça se déduit pas, ou ça appartient pas à l'algorithme qui fonde la discipline, qui fonde le champ épistémique, si vous préférez. Alors vous allez me dire qu'un algorithme? Oui, un algorithme suffisamment large pour ensuite avoir des conséquences, mais qui peut s'écrire comme un algorithme. Si la linguistique se passe de cet algorithme, elle redevient la grammaire comparée. On peut aimer la grammaire comparée, c'est-à-dire la comparaison des grammaires entre elles. Donc l'extrême culture des langues qu'avaient les linguistes et qui connaissaient le vieux danois, le chinois du VIe siècle, le lituanien du XVIIIe, etc. Vous avez la figure de Claude Dumézil, par exemple, le grand mythologue. Et lorsqu'on lui demandait combien il connaissait de langues, il osait à peine répondre, et il disait une soixantaine. Il ne parlait pas 60 langues, mais il connaissait 60 langues pour se repérer avec les grammaires, et c'est pour ça qu'il pouvait jongler dans la mythologie par le biais des grammaires comparées. Mais là, on est à un algorithme qui fonde la discipline linguistique. Je n'ai pas dit que Dumézil était un grammairien, c'est un mythologue qui lui-même va travailler sur une trilogie, sur un tripode, là où Lacan produira un quadripode. Donc cet algorithme, il est déterminant et il exclut tout ce qu'on a dit, les codes abstraits, etc. Et il s'écrit grand S, une barre horizontale en dessous, petit s, c'est-à-dire la lettre S en majuscule en haut et en bas sous la barre en minuscule, qui se lit, vous le savez, signifiant sursignifié, et le sur est marqué, présentifié par la barre qui sépare les deux étages. C'est là où il me fallait arriver pour entrer dans le vif du sujet, et donc le vif du sujet, mais les préalables, les préambules sont loin d'être inutiles comme vous allez le voir, nous les verrons la prochaine fois. Simplement le grand S du signifiant et le petit s du signifié, ce n'est pas une invention de Lacan,
même si son algorithme, c'est sa construction. Il n'a pas tout à fait inventé les termes ni la barre, mais c'est sa construction. Il tient bien sûr signifiant et signifié de la définition que donnait Saussure dans son cours de linguistique générale de 1900. Il fait des différentes versions à partir de 1900 à propos du signe linguistique. Alors, on n'est pas tout à fait les mêmes définitions parce qu'il y a un mentalisme philosophique chez de Saussure, notamment lorsqu'il définit le signifié, dont il fait encore une image mentale dont s'encombrera pas Lacan. Évidemment, même qu'il récusera, mais on a néanmoins l'idée du signe, S-E-I-G-N-E, comme une unité biface. Il se trouve que dans l'image que produit Saussure, il y a une inversion, c'est le petit S qui est en haut. Mais peu importe, là Lacan reprend le signifiant avec un grand S qui donc, vous avez déjà l'indication, va en quelque sorte surdéterminer les effets de signifié, puisque lorsque je l'ai marqué sur mes notes, le S est vraiment, le grand S en impose au petit S, et c'est vraiment ce qu'il voulait nous faire entendre, à savoir le signifiant qui est sur le signifié, qui le surmonte, etc. Et on verra les conséquences. On pourrait dire que là, c'est l'utilisation par Lacan du schéma, du signe linguistique chez Saussure, qu'il reprend en le transformant, en l'isolant, en le réduisant, et vous le verrez en évacuant le mentalisme qu'il pouvait encore comporter de par les références philosophiques de Saussure et devant l'époque à laquelle il construisait son savoir, les années 1900. Mais Lacan dit toujours qu'il y a un autre Saussure, c'est le Saussure qui travaille sur les anagrammes et qui là, en quelque sorte, peut-être sans le savoir, a fait l'épreuve du signifiant souverain déterminant absolument les effets de signifié. C'est une autre affaire. Voilà où on en est. J'ai parlé 1h37, plus que ce que j'avais prévu, mais vous voyez le mouvement que j'ai essayé de vous faire entendre. On va avoir du temps, donc le mouvement, on le reprendra. C'était un peu aride comme l'entrée. On vous a dit, il y a un beau château un petit peu plus loin, et puis on a surtout pris la route qui y menait, mais vous vous apercevez qu'on n'a pas pris n'importe quelle route, et que donc on devrait arriver sur la grande façade du château, et on ne va pas arriver n'importe où, n'importe comment. Et là, on va avoir une vue sur la linguistique où va se situer le concept de l'être, son importance pour la clinique, et comme Pamela King l'indiquait au début, déjà une théorie comme quoi, bien sûr, il y a une autonomie du champ symbolique, mais que l'inconscient ne se réduit pas à cette ordination pure et simple du symbolique, et que la lettre, en tant que support matérialisé, va y trouver sa place, qui va, d'une certaine façon, je vous donne la piste, là. On n'a pas encore vu le château, mais je vous dis, voilà, derrière les peupliers, vous allez le voir apparaître la prochaine fois, une partie du château. Il y a une doctrine qui s'élabore d'un patou signifiant, qui objecte à ce qu'il avait affirmé au début, y compris au début de l'article, quand il donne à la parole ce qui, en quelque sorte, permet d'aborder toute la cure. C'est vrai, pas tout à fait. Et c'est le pas tout à fait qui permet de loger la lettre. Voilà, je vous remercie d'avoir pris ce chemin qui n'était pas goudronné, donc on a un peu de la poussière sur nos chaussures et nos vêtements, mais je crois que c'était bien utile d'avoir des poussières qui s'appellent Staline et qui s'appellent bien évidemment Roman Jakobson. Pamela? Bravo,
Et merci beaucoup pour cette lecture passionnante de cette première partie du texte. J'ai pris beaucoup de notes et j'ai souligné des points particulièrement précieux, par exemple, que vous avez évoqués, par exemple, la lettre enseigne la place de la psychanalyse dans le monde, un style, ça c'est très important. La lettre qui permet